Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clara Lyonnais-Boutaz, en direct de Radio Anthropocène, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Chèvre et le Chou. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission un peu spéciale, car contrairement aux derniers épisodes, nous ne sommes pas tous et toutes autour de la table aujourd'hui. En effet, dans le cadre de cette école de l'Anthropocène 2025, Mathieu, qui co-anime l'émission, est actuellement en train de réaliser une promenade urbaine avec des citadins lyonnais dans une friche, à 2 pas de la station Mu, dans le quartier de la Confluence à Lyon. Il sera donc avec nous en direct du terrain pour nous permettre de défricher les friches et d'en apprendre plus sur ces espaces si particuliers en termes de biodiversité et d'usage. Pour ajouter un second éclairage sur les friches, nous accueillerons également Nathanaël Watbled, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication, guide conférencier et enseignant-chercheur en muséologie. Il s'intéresse aux friches avec un regard plutôt axé sur les représentations des friches à l'ère de l'Anthropocène, à la fois comme patrimoine naturel et culturel, qui questionne également nos imaginaires et nos habitudes de visite. Sans plus tarder, nous retrouvons Mathieu pour une première approche naturaliste de la friche. Bonjour Mathieu. Bonjour Clara. Alors, pour que nos auditeurs puissent mieux comprendre le cadre de l'émission d'aujourd'hui autour de la balade urbaine, est-ce que tu pourrais nous décrire l'endroit où vous vous trouvez et nous expliquer pourquoi tu as choisi cet endroit en particulier ? Très bien, donc là on se trouve au niveau de la Confluence à Lyon, donc anciennement des zones totalement marécageuses, puis petit à petit urbanisées. Donc là en fait on est dans un endroit géré par Green Steer, qui sont plus ou moins des paysagistes, et en fait eux leur travail ça va être de récupérer de la terre de milieux agricoles là où il y a des constructions, de les entreposer dans la fameuse friche où nous sommes et d'y mélanger du compost de sorte à recréer en fait un terreau favorable après à d'autres projets de végétalisation. Donc faut imaginer en fait un terrain avec un sol plutôt sableux, limite avec des gravats, et des monticules de terre ici et là. Donc certains monticules sont couverts de végétation parce qu'on les a laissés tranquilles. D'autres à l'inverse sont ternus parce qu'on est venu piocher dedans en fait à la pelleteuse. Et puis on va avoir aussi des ornières, hein. Donc c'est, vous savez, quand la roue d'un tracteur passe et crée comme une petite mare. Et bref, en fait tous ces habitats mis bout à bout, ça fait un endroit super riche. Et donc voilà, une friche, hein. Potentiellement il fait chaud aussi parce qu'il y a pas d'arbres. Et puis on va retrouver peut-être des espèces qui sont assez urbanophobes, comme par exemple la couleuvre verte et jaune. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et pour continuer à poser le cadre, est-ce que tu pourrais nous préciser pourquoi cet endroit, qui a l'air d'être quand même très occupé, peut être qualifié de friche ? Pour moi, la friche, déjà, encore une fois, c'est un endroit où les humains n'y ont pas nécessairement accès. Ça a souvent une mauvaise connotation, hein. On s'imagine y trouver des seringues ou autre chose pas très joyeuse. Et puis, en général, on va également avoir peut-être des dépotoirs sauvages. On va avoir aussi une végétation typique de milieux xérophiles, donc qui aiment la sécheresse, parce que sur des terres de remblai, potentiellement, le milieu va être très drainant, et donc on va retrouver ces fameuses plantes qu'on voit pas partout ailleurs. Et pour conclure, en général également, on a affaire à une végétation qui est nitrophile, hein, qui aime bien l'azote, etc. Donc orties, puis également des espèces exotiques envahissantes. C'est des endroits avec une grosse mosaïque d'habitats, souvent plein de petites choses différentes qui vont permettre d'amener un cortège d'espèces assez important. Et justement, dans la continuité de tout ce que tu nous expliques, est-ce qu'on pourrait penser que les friches permettent l'installation, voire le développement d'espèces spécifiques, voire permettent une plus grande biodiversité en ville ? Alors effectivement, en fait, ce qui est intéressant avec les friches, encore une fois, donc, c'est que les gens n'y vont pas, donc les espèces peuvent y élire domicile un petit peu plus peinarde. Et en fait, ce qui est aussi chouette, c'est que les friches, elles ont une durée de vie en fait plus ou moins limitée dans le temps, en général. Mais c'est très très dynamique. On passe d'un sol nu où il y a eu des travaux très vite avec des espèces pionnières, et au bout de quelques années, on a déjà des arbres, des espaces qui ressemblent plus ou moins à de la prairie, etc. Donc ça évolue vite. Et puis potentiellement, un jour, c'est
tout terrassé parce qu'il y a de nouveaux travaux. L'endroit est plus une friche, mais devient par exemple un centre commercial. Mais entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts et à 500 mètres d'ici, une nouvelle friche va naître. Et donc potentiellement, les espèces dérangées vont se déplacer et aller dans la nouvelle friche. Donc en fait, ça va permettre de maintenir une espèce de petite tambouille d'individus, d'espèces différentes qui sont un petit peu toujours en mouvement. Il faut imaginer les friches comme des espèces de réserves naturelles finalement. Et du moment qu'il y a un nombre suffisant de friches, on peut imaginer que la biodiversité est plus ou moins préservée. Alors c'est pas forcément pour toutes les espèces, hein, il s'agit d'être un minimum mobile, mais pour des papillons par exemple, c'est tout à fait entendable de bénéficier des friches. Et justement, est-ce que l'intérêt écologique des friches pourrait justifier qu'on ne les remette pas en valeur sous d'autres formes ? Est-ce qu'on pourrait imaginer des friches qui restent friches et qui aient un statut permanent ? Je crois ce qui est intéressant, selon moi, c'est le fait que les friches sont des endroits bouleversés, assez dynamiques. Là, je vous expliquais tout à l'heure, hein, de temps en temps, ils viennent avec des tractopelles, ils remuent la terre, etc. Et c'est ça finalement qui la rend charmante, en tout cas, où il se passe plein de choses, il y a des interactions. Une friche qu'on laisserait entre guillemets à l'abandon, elle aurait pour vocation potentiellement de se transformer en forêt arbustif, puis à ce qui ressemble de très loin, mais qui ressemble quand même à une forêt. Or là, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette fameuse mosaïque d'habitat. Donc je pense que laisser des friches, oui, mais ce qui est plutôt intéressant, c'est d'imaginer qu'il y a une quantité minimum de mètres carrés de friches en ville au fur et à mesure des années, en fait. Même si une friche est détruite, qu'il y en ait une autre qui apparaisse et qu'il y ait toujours cette espèce de turnover, en fait. C'est ça, selon moi, qui me paraît intéressant. C'est le fait que ça soit dynamique. Il n'est pas question de mettre sous cloche les friches, je crois. Ok. Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour ce cadrage naturaliste très stimulant sur les friches urbaines. Et maintenant, pour compléter ce premier regard, nous allons changer légèrement de prisme pour les aborder avec un regard de sciences humaines et sociales grâce au travail de Nathanaël Watbled. Bonjour Nathanaël. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous partager votre regard sur les friches qui s'annonce très complémentaire de l'approche de Mathieu. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez déjà vous présenter et nous expliquer ce qui vous intéresse dans l'étude des friches ? Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, moi, à la base, je travaille sur le patrimoine historique. Et ce qui m'a intéressé dans les friches, c'est tout d'abord que j'en ai visité beaucoup, que je fais de l'exploration urbaine depuis donc la visite de friches plus ou moins interdites depuis un certain temps. Mais en fait, mon intérêt n'est pas vraiment pour les friches, il est plutôt pour la figure de l'abandon. Parce que même m'intéressant au patrimoine historique, quand je visite des friches industrielles, des lieux qui ont une histoire, je suis assez peu touché par leur histoire et je fais plus une forme d'expérience de la nature. Ce qui m'a amené à me poser la question de la valeur de ces lieux en dehors de leur intérêt historique. Puisque depuis le 19e siècle, le patrimoine historique est le dispositif social par lequel on s'intéresse au reste du passé. Et sinon, c'est soit détruit, soit abandonné. Et là, il y avait avec cet environnement une autre manière de le valoriser. Puisque si on décrit ce que c'est que l'abandon, nous, on a tendance à le percevoir du point de vue du patrimoine historique comme une destruction, mais en fait, c'est plus une manière dont les éléments, dont l'humidité travaillent les matériaux, dont des êtres vivants vont les travailler aussi pour en faire leur habitat. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé à ces lieux, comme ce que j'ai appelé patrimoine de l'Anthropocène, c'est-à-dire comme des lieux qui nous permettent de percevoir comment il y a une question d'intrication dans le paysage entre ce qui a été produit par les humains et ce qui a été produit par les autres vivants, qui existent en permanence, mais qui là devient particulièrement explicite.
D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces pistes qu'on va prendre le temps d'explorer. Peut-être pour commencer, est-ce que votre définition donc, de la friche ou des espaces abandonnés rejoint celle qui a été proposée par Mathieu, ou est-ce qu'il y a des spécificités quand on approche ces espaces avec des approches de sciences humaines et sociales ? Les sciences humaines et sociales, comme leur nom l'indique, ont tendance à s'intéresser à la société, c'est-à-dire à la manière dont la société est organisée, aux valeurs de la société. Et de ce point de vue, les friches sont plutôt étudiées par rapport à des pratiques sociales, c'est-à-dire soit comme un patrimoine oublié, soit comme des territoires disponibles pour de nouveaux usages, soit comme des espaces interdits. Et à ce moment-là, le fait d'y rentrer est une sorte de contestation de l'organisation sociale de l'espace. Okay. Et ce qui est... Pardon. Oui, non, allez-y. Je vais dire ce qui est différent de l'approche naturaliste qui va s'y intéresser en tant qu'habitat. Et ce qui, moi, va me parler par rapport à mon rapport à l'abandon, puisqu'en fait, il y a une autre manière de faire des sciences sociales qui serait un peu une forme de sciences sociales sans le social, si je puis dire. C'est-à-dire, on va pas s'intéresser à l'organisation de la société, mais à la manière dont cette organisation fait entrer en relation avec l'environnement. Et là, le naturaliste est important là-dedans, parce que le naturaliste permet de savoir, enfin d'avoir des informations sur les effets de la relation qu'on a à cet environnement. Et justement, sur le fait d'entrer en relation avec l'environnement, est-ce que les friches urbaines ont des spécificités, et est-ce que vous avez côtoyé différents types de friches en ville ? Alors, je ne sais pas si les friches urbaines ont des spécificités, mais en tout cas, elles renvoient à certaines formes, mais qu'on retrouve ailleurs. En fait, on peut avoir des friches urbaines, comme celle où on est actuellement, qui ressemblent à quelque chose comme la nature aurait repris ses droits. On peut avoir des friches urbaines qui semblent complètement polluées, qui ont du mal à redevenir habitées. On peut avoir des choses plus bucoliques, réorganisées, un peu comme des jardins. Mais dans tous les cas, moi, ce qui me marque, c'est notre difficulté à aborder cet espace pour son hybridité, à la fois donc construction humaine et effet de l'action des êtres vivants. Et toujours, on va avoir tendance à y voir soit un espace où la nature a repris ses droits, soit un espace où l'habitat est difficile. Mais après, dire une spécificité de ce point de vue-là des friches urbaines, peut-être qu'on a plus tendance à voir en ville des friches qui sont réinvesties, qui ressemblent plus à des jardins, à cause simplement de l'urbanisme qui essaye de rendre l'espace utile. Mais ça, ce serait une réponse sur nos villes. Il y a dans d'autres endroits du monde des friches complètement abandonnées en plein centre-ville. Et justement, si les friches peuvent être définies comme des espaces abandonnés ou sous-utilisés, vous soulignez bien qu'elles font l'objet d'un intérêt croissant par les acteurs de la ville. Donc, quelles sont les nouvelles formes de mise en valeur, si on peut l'appeler ainsi, de ces espaces ? Alors, il faudrait demander ça plus à un sociologue ou un naturaliste, enfin plutôt un sociologue qui pourrait vous dire justement tous les nouveaux usages qui en sont faits. Là, par rapport au thème de l'Anthropocène qui nous intéresse, je pourrais vous répondre un peu comme je l'évoquais tout à l'heure, que ce sont des espaces qui nous permettent de prendre conscience et vraiment de percevoir cette intrication entre humain et non humain.
il y a partout en ville, en réalité, des espèces qui vivent et dont on essaye de limiter l'impact. La spécificité des friches, c'est qu'on va les laisser plus ou moins tranquilles, et donc on va pouvoir se rendre compte que l'idée d'un monde artificiel dans lequel toute la nature est domestiquée est une illusion. Donc il y a un intérêt pédagogique quelque part. Et justement, pour rebondir sur cet intérêt pédagogique, quel rôle peuvent jouer les visites comme celles que vous êtes en train de faire aujourd'hui ? Celui-là. Amener les personnes à s'intéresser à s'intéresser à quelque chose d'abandonné, j'aurais tendance à dire, par rapport aux friches qui sont habituellement valorisées, qui sont des réutilisés. Là, on a un espace qui est plus ou moins délaissé. Donc, s'intéresser à l'abandon en tant que tel, c'est-à-dire donner de la valeur à l'habitat plutôt qu'à la mémoire des événements historiques ou à la mémoire des bâtiments dont on peut trouver les traces. Par exemple, là où on est, c'était avant la cité SNCF. Donc on pourrait le considérer comme étant un oubli de la mémoire de la SNCF. Mais à la place de ça, ce qu'on essaye de valoriser, c'est d'y voir un habitat pour des insectes, pour des oiseaux, pour des plantes. Et là, c'est uniquement pour ce à quoi on pense quand on pense habitat. Mais même dans les endroits où on voit rien, il y a des colonies de bactéries, il y a des mousses, il y a énormément de choses en fait qui vivent. Donc voilà, ce sont des espaces qui permettent de percevoir tout ça. Et je rebondis sur une notion que vous avez mentionnée à plusieurs reprises, qui est la notion de patrimoine. Est-ce que selon vous, on pourrait dire que les friches mériteraient ce statut de patrimoine ? Tout dépend par ce qu'on appelle patrimoine. On a l'habitude de catégoriser le patrimoine entre patrimoine culturel, historique et patrimoine naturel. Le patrimoine historique, c'est ce qui a comme valeur de conserver la mémoire de quelque chose. Le patrimoine culturel, c'est ce qui conserve vivantes des pratiques sociales. Et le patrimoine naturel, c'est ce qui va conserver une nature plus ou moins épargnée par l'artificialisation. Et en fait, ces catégories ne sont pas du tout pertinentes pour appréhender les friches. D'où aussi la difficulté à les conserver en tant que telles. Puisque si on les conserve au titre du patrimoine du patrimoine historique, ce qui va se passer, c'est on va restaurer les bâtiments, mais en faisant ça, on va vouloir les préserver. Et les préserver, ça veut dire, d'une certaine manière, les mettre sous cloche et empêcher tout l'ensemble des écosystèmes présents d'y développer leur habitat. Eh bien, je pense que cela conclut bien cet échange passionnant au cours duquel vous nous avez bien montré comment la présence et l'intérêt pour les friches vient transformer les définitions qu'on peut avoir du patrimoine, de la nature en ville et au moins au sens large des espaces qui ont de la valeur en ville. Donc comme on arrive au terme de notre émission, je vous remercie tous les deux pour ces éclairages très intéressants et très complémentaires sur les friches urbaines. Et je l'espère, ils nous permettront de les voir autrement à l'avenir. Donc merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode de La Chèvre et le Chou. Et nous nous retrouverons le 23 avril pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission ainsi que tous les épisodes précédents en ligne sur le site de Radio Anthropocène et sur toutes les autres plateformes d'écoute. À bientôt et bonne école de l'Anthropocène. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.